prends l'engagement aujourd'hui devant tout le monde de tout mettre en œuvre pour atteindre une protection du territoire québécois à 30 % d'ici 2030. L'objectif de 30 % ça a été établi aux Nations unies. À la COP 15, le gouvernement du Québec a dit « Nous aussi, on embarque dans cette stratégie-là et on va protéger 30 ». Ce que moi, je réalise, c'est qu'il n'y avait pas l'intention d'arriver à faire exactement ce que l'entente internationale disait, de réellement protéger 30 %. On a accompli un exploit incroyable au précédent mandat, passé de 10 à 17 %. Mais oui, on a couvert davantage de superficie dans le nord à la demande des communautés autochtones. Une aire protégée, c'est pas une cloche de verre. On peut toujours l'utiliser pour les activités récréatives, de ressourcement. Les sentiers qui existent déjà disparaîtront pas, les chalets ne disparaîtront pas, les camps ne disparaîtront pas, donc on peut l'utiliser encore. Les grandes choses qui ne sont pas permises, ce sont l'exploitation industrielle, forestière, minière, hydroélectrique, donc les éoliennes, donc l'harnachement des rivières, les coupes forestières et l'exploitation et exploration minière. Tout le reste du territoire, donc 70 %, pourrait encore être utilisé pour toutes les activités industrielles selon les critères qui sont établis au Québec. Le 13 % manquant pour se rendre à 30 % en 2030, ce qui est dans pas grand temps. Là. On est conscient qu'on doit mettre l'emphase sur le Sud pour justement bien représenter le patrimoine naturel du Québec. En 2024, quand le gouvernement a proposé l'appel à candidature, quand on a voulu faire notre proposition, on apprend qu'on a donné au MRC un droit de veto de pouvoir simplement, sans même nous en informer, refuser que nos propositions soient analysées. La proposition pour agrandir le territoire au troupeau de caribou de Val-d'Or a été enlevée du revers de la main. Celle-là au Lac-Parent, la même chose. Celle-là à Amos de l'Esquerre, la même chose. Nous, ce qu'on proposait, c'était de faire l'analyse du territoire de l'Esquerre de Berry, une eau qui est reconnue mondialement comme une des meilleures au monde. Et on apprend que notre proposition, la MRC a refusé de donner un appui pour qu'elle soit analysée. Encore là, je le répète, ce n'était pas un appui à la proposition, c'était un appui à qu'elle soit analysée scientifiquement. Les MRC n'avaient pas le personnel qualifié pour pouvoir analyser est-ce que la proposition fait du sens au point de vue écologique, au point de vue social, est-ce que ça fait du sens ou non? Ils l'ont pas. Ce que je vois souvent dans ce gouvernement-là, c'est qu'il régionalise la chicane, régionalise les oppositions, régionalise les batailles, mais garde toujours le pouvoir de décision finale. Sur ces territoires-là qui ont été proposés, tant qu'il n'y aura pas une décision gouvernementale des mettre dans des aires projetées, les compagnies forestières peuvent continuer à opérer ou les compagnies minières peuvent continuer à opérer. Tu proposes un territoire, puis là, les compagnies disent « Hey, ils vont me dépêcher d'aller couper avant qu'elle soit interdite. » Puis je vais aller tout de suite récolter soit la forêt ou je vais aller tout de suite la zoner minière. Puis c'est pour ça qu'on est méfiant envers ce gouvernement-là. Chaque étape, il n'est pas sincère dans la façon de faire les choses. On a un beau vocabulaire vert, tout est beau, on s'en va vers un monde meilleur. Puis tu regardes dans la réalité, ça s'en va dans l'autre direction. À l'Action boréale, en tant qu'organisme indépendant qui lutte pour la sauvegarde de la forêt boréale, on participe, nous autres, depuis l'an 2000 au processus de création d'aires protégées. Puis pour arriver à comprendre exactement comment le gouvernement pourrait trafiquer sa promesse de réellement protéger 30 % du territoire, il faut être capable de répondre à 3 questions. La première, à quoi ça sert les aires protégées? Le but n'est pas juste de protéger n'importe quel 30 %. Il y a toute une logique à respecter pour bien protéger la biodiversité. La deuxième question, quel était le processus menant à la création d'aires protégées avant 2024? Et la dernière, la troisième, comment est-ce que ça fonctionne maintenant? C'est en comprenant les changements dans l'approche du gouvernement qu'on peut mieux comprendre ses intentions. Pourquoi qu'on a des aires protégées? La première des choses, l'idée des aires protégées est venue avec la commission Brundtland. La commission Brundtland, ça a été une commission de l'ONU qui s'est promenée pour essayer de voir comment on pourrait mieux gérer notre environnement, surtout les milieux naturels. De là est venue l'idée de développer ce qui devait être une aire protégée. La commission Brundtland, elle nous a menés en 92 au Sommet de la Terre de Rio. On a écrit la Convention sur la diversité biologique. C'est ça qui a mis les règles et la majorité des pays ont signé. Le Canada était un des premiers. Le Québec a entériné cette décision-là.
Le but, en gros, qui était parlé, c'est d'essayer au départ de trouver 12 de territoire qu'on voulait protéger. Aujourd'hui, on est rendu à se rendre compte qu'il faudrait protéger à peu près 30 du territoire. Encore là, ça vient des Nations unies et de la Convention sur la biodiversité qui, elle, constate que si on n'a pas 30 on risque de perdre des gros morceaux, on risque de perdre des services écologiques. Le but n'est pas de faire uniquement des parcs, le but est surtout de conserver des écosystèmes assez représentatifs de ce qu'il y a sur tous les territoires avec suffisamment grand pour qu'ils puissent s'auto-gérer. Quand le territoire est trop petit, naturellement, on ne couvre pas toute l'interaction qu'il y a entre ces différentes espèces fauniques et floristiques de l'écosystème. Il y a deux grandes raisons pour ça. Un, c'est parce que naturellement, on veut protéger la biodiversité et les services écologiques qu'ils nous rendent. On parle de services écologiques, purification de l'eau, assainissement de l'air, la nourriture qu'on en retire, les produits qu'on en retire, forêts, mines, etc., dans le but de les gérer le plus normalement possible. Et l'autre, c'est de s'inspirer des processus naturels pour quand on va faire une exploitation de ressources renouvelables. La forêt, un exemple. Donc, en théorie, nos traitements sylvicoles devraient s'inspirer des processus naturels. L'exemple qu'on donne, c'est un feu de forêt. Un feu de forêt passe, il coupe une partie de la ressource arbre, et après ça, ça se met à se régénérer. Mais on s'aperçoit qu'un feu, bien, ça va laisser aussi des parties d'écosystèmes intacts qui, eux, vont souvent servir de pouponnières pour réensemencer ces territoires-là. Donc, nos coupes forestières devraient essayer le plus possible de s'inspirer de ça. En gros, c'est un peu ça les deux grands objectifs d'avoir des aires protégées. Alors maintenant, quand on arrive sur la pratique, en l'an 2000, le gouvernement du Québec a parti sa première appel d'offres pour avoir des aires protégées. Donc, il demandait à la population, aux différents groupes, de faire des propositions de la protéger. Nous autres, à l'Action boréale, on a décidé de regarder tout ce qui nous semblait encore potable et présenter un territoire. On a présenté ça au gouvernement, ça a parti pour la région ici de l'Abitibi-Témiscamingue, des premières propositions qui ont été analysées. On a été chanceux. La plupart des propositions qu'on a faites ont fait l'objet d'études qui nous ont menés à dire que les grands marais du lac Parent, c'est important de les conserver. Une partie de la forêt Vaudrey-Joanne, une partie de la forêt Piché-le-Moine, etc. Il y a eu plusieurs territoires qui ont été reconnus et ça a été mis de l'avant. Fait que la première section qu'on a faite, les règles étaient simples, c'était les gens préparaient des propositions avec des critères. Est-ce que ça représente un écosystème en tant que tel? Exemple, est-ce que c'est une sapinière à bouleau blanc? Est-ce que c'est une pessière à sphène? L'autre critère, naturellement, c'est qu'ils ne soient pas toutes déjà récoltés ou soient déjà tout maganés. On propose ça au gouvernement. Le gouvernement l'analysait selon les paramètres écologiques, toutes les bases, pour arriver à le circonscrire de façon à ce qu'il soit assez grand mais représentatif. Cette proposition-là s'en allait au ministère responsable de l'exploitation. Eux enlevaient des parties. Donc, les forestières disaient avec le ministère responsable des forêts, on veut absolument garder ce secteur-là. Secteur énergétique, la même chose. Hydro-Québec disait, nous, on veut conserver telle ou telle rivière parce qu'il y a un potentiel hydroélectrique. Et les minières, bien, eux autres voulaient absolument garder à peu près tout ce qui, théoriquement, avait un potentiel minier. Fait que ces propositions-là, un coût réduit un peu à l'état de gruyère, là, parce qu'il y avait des grosses parties d'enlever, s'en allait au bureau d'audience publique. QLU faisait des audiences devant toute la population. On devait faire des mémoires et prouver pourquoi on veut un agrandissement ou pourquoi on veut enlever des parties. Le bureau d'audience publique faisait une recommandation au ministère de l'Environnement. Si la proposition était acceptée, ça devenait une aire protégée provisoire. Elle était protégée de toute façon au pareil. Tout ce qui manquait pour être une permanente, c'est l'étape du gouvernement qui, nous autres, on dit qu'il soit publié dans la Gazette officielle. Entre la proposition qu'on faisait et cette partie-là, bien, les compagnies forestières ou minières pouvaient continuer à opérer. Fait qu'on se retrouvait avec des propositions, même on s'était entendu à protéger, qu'il y avait des parties qui avaient été récoltées. Lac Parent, il y avait la moitié du territoire. Mais on a dit, bien, on va jouer le jeu pareil parce qu'on a eu un gain. Au moins, il y avait un 50 qui, tranquillement, va reprendre ses droits et il va recoloniser les parties qui avaient été récoltées. Ici, en Abitibi, on avait 0,4 du territoire qui était protégé avant qu'on fasse nos propositions. C'était le parc de Gabelle exclusivement, c'était ça qui avait été protégé. Et on s'est retrouvé 10 ans après, en 2010, avec 8 Donc, on a multiplié par 20 simplement avec des propositions.
Après un cycle de création d'aires protégées de 2000 à 2010, on a recommencé un autre de 2010 à 2020. Malgré qu'on avait développé durant ces 10 années-là des propositions avec tous les intervenants du milieu, avec les MRC, avec le ministère responsable et les spécialistes, on avait ici en Abitibi une douzaine de propositions qui avaient été acceptées par les populations, tous les intervenants. C'était rendu à Québec. Il y en avait comme ça 83, presque tous en forêt boréale, des propositions qui avaient été faites dans chacune des régions. En décembre 2020, à la surprise assez générale et surtout une grande déception, c'est que le ministre de l'Environnement nous annonce qu'on a atteint la cible de l'époque en 2020 qui était de 17 de territoire à protéger, mais que pour obtenir ce 17-là, il mettait des immenses aires protégées dans le Grand Nord, au nord de la ligne d'exploitation commerciale ou à la ligne des forêts. Donc, des grands territoires, tout le Grand Nord, mais qu'il n'y a pas trop de menaces immenses dans le Grand Nord, à part que certains petits projets miniers ici et là. Mais tous ceux en forêt boréale, 83 propositions, le ministre les a enlevées sans aucune négociation, sans aucune justification. On sait qu'il y avait des grosses pressions de la part du ministère des Ressources naturelles pour ne pas aller de l'avant avec ces propositions-là, parce que pour eux autres, la forêt boréale, ça appartient presque uniquement pour générer de la matière ligneuse pour les compagnies forestières. Les journalistes ont posé la question au ministre de l'Environnement, pourquoi vous enlevez ces... Le ministre de l'Environnement a répondu, le ministre Charest, qui est encore là aujourd'hui, le ministre Charest a répondu, c'est qu'il y avait des parties qui appartenaient à des industries ou à des groupes privés. On a téléphoné, on a écrit aux gens du ministère de l'Environnement. Aucune des 83 n'appartenait à autre chose qu'au Québec. C'était des terres publiques qui appartiennent à tous les Québécois. Après ça, il y en a une partie, peut-être une vingtaine, qui ont été remis dans le processus pour être réanalysés d'ici à 2027. En 2024, en grande pompe, le ministre Charest, en compagnie du représentant de la SNAP, M. Branchot, nous annonce que là, pour la première fois, les citoyens vont pouvoir présenter des candidatures pour être protégés. Nous, ça faisait depuis l'an 2000, ça faisait 20 ans qu'on travaillait là-dessus et qu'on en proposait et que d'autres en ont proposé partout. Et là, on se fait dire que c'est une première. On trouvait un peu où il manquait de connaissances ou... en tout cas, il nous annonce que les compagnies vont continuer à pouvoir opérer de façon normale jusqu'en 2027. Le lac Cristal, c'est un bel exemple. Comment est-ce que le lac peut être aussi peu que ça? La réponse est simple, c'est les biologistes qui le confirment. C'est le bassin versant qui se trouve à être le filtreur. Alors, ton eau, là, elle arrive au lac, elle est pure. Quand que la machinerie de 30 tonnes va arriver ici, la mousse va arracher. Ça va tout arracher. Fait que là, ça va être des ruissellements. Puis là, la sédimentation va rentrer dans le lac. Un lac qui n'a jamais eu de sédimentation, pratiquement pas. Fait que c'est là que le phosphore peut apparaître, puis que le lac va en souffrir. Combien de temps ça va prendre avant que ça repousse? J'ai aucune idée. Puis même les biologistes, ils ne savent pas non plus. On n'a pas de données scientifiques qui nous prouvent qu'il n'y aura pas d'impact. Alors, dans le doute, on s'abstient. Et le gouvernement vient de dire que les compagnies forestières, pendant le temps de l'analyse, en théorie, peuvent encore opérer sur ces territoires-là. Puis l'autre chose qu'ils ne nous ont pas dit, mais qu'on a appris en allant sur la page du ministère, c'est qu'ils venaient de donner un droit de veto à toutes les MRC, où il y avait des propositions, avant qu'elles soient analysées par le ministère avec ses spécialistes pour voir si ça a les qualités. Ça passe par le bureau des MRC. Chaque MRC sur son territoire regarde la proposition et dit « moi, je veux ou je veux pas », qu'elle soit analysée. Dans notre cas, ici, on a proposé le troupeau de caribou de Val-d'Or, un grand agrandissement. On se l'est fait refuser. La MRC d'Abitibi, nous, ce qu'on proposait, c'était l'analyse du territoire de l'esquerre de Berry, qui est l'esquerre d'où provient l'eau potable de la ville d'Amos et de plusieurs municipalités. Le maire d'Amos, qui était le préfet des MRC, qu'on a rencontré d'ailleurs 3 semaines avant les propositions. Il nous semblait bien ouvert. Et on apprend que notre proposition, la MRC a refusé de donner un appui pour qu'elle soit analysée. Qui a refusé, moi, ma proposition? C'est la MRC. Fait que donc, je devrais être en maudit avec la MRC, je devrais aller m'engaler avec les gens de la MRC. Puis moi, je trouve que c'est un mépris envers l'intelligence puis envers notre bien commun. Parce que qu'on me dise qu'une proposition que j'ai faite, elle ne répond pas aux critères, voici les critères, elle ne répond pas, je suis capable d'accepter ça. Mais me dire qu'on ne regardera même pas ta proposition à toi,
parce que quelqu'un à la MRC, il l'aime pas. Et ils n'ont même pas à nous écrire pour nous dire pourquoi ils l'ont refusé. Et pourtant, les MRC étaient dans le processus avant de discussions qui se faisaient ici en région, des discussions qui se passaient avec le ministère responsable. Ils étaient là, ils étaient présents, donc il y avait un droit de discussion direct. Puis au lieu d'avoir amélioré un processus qui pourrait mener à des bonnes propositions, bien, on l'a encore empiré. Au total, il y a eu 535 propositions d'aires protégées. Presque le quart ont été supprimés par les MRC avant même qu'ils soient analysés par le ministère. La Côte-Nord, en Gaspésie, en Mauricie, au Lac-Saint-Jean et au Témiscamingue, tout a été refusé. Puis ici, en Abitibi, il y en a plusieurs qui ont été refusés. Quand on a regardé la carte, on s'apercevait que c'était presque tous dans la forêt publique qui nous appartient à tous. Donc, c'était pas des terrains privés, quoi qui aurait été refusé. Fait qu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup de lobbying qui avait été fait auprès des MRC. Théoriquement, j'imagine qu'on les a fait accroire qu'ils perdraient énormément de jobs si on analysait les propositions. On a perdu, à mon point de vue, les belles propositions sur les grands territoires en forêt publique et on se retrouve avec 400 petites propositions que souvent, c'est... parce que j'en ai vu quelques-uns. C'est un gars qui a un camp de chasse, puis je le comprends. On lui a dit qu'il pouvait demander une aire protégée. Lui, il dit qu'il peut protéger son camp de chasse, puis alentour de son camp de chasse où il chasse. L'autre, c'est parce qu'il a fait une petite piste de ski de fond personnel, puis il veut protéger alentour. On n'a jamais dit aux gens, voici les conditions pour faire une proposition. Fait que le sud du Québec, la partie où ce qui est vraiment habité, sont presque tous là les 400. Puis dans les régions où il y a d'immenses forêts publiques, bien, il n'y en a presque pas, ou des toutes petites là, qui sont non significatives. C'est ce qui nous amène aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve un peu dans un impasse, parce que qu'est-ce qui va être accepté en bout de ligne par le gouvernement en 2027? Ça ne répondra pas du tout à l'objectif de protéger la biodiversité et avoir des lieux pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir savoir comment on va gérer nos ressources. Ça n'aura pas la fonction du pourquoi on fait des aires protégées. Un autre élément crucial à comprendre qui suggère que le gouvernement actuel est peut-être en train d'essayer d'atteindre 30 d'aires protégées, mais en violant le principe de base des aires protégées, c'est les APUD. Le gouvernement a décidé d'inventer une nouvelle catégorie, aires protégées d'utilisation durable. À l'intérieur de ça, il y a une partie qui serait protégée réellement et l'autre partie, qu'on appellerait l'utilisation durable, qui, elle, pourrait être utilisée. Le gouvernement n'a pas encore décrit quelles seront les utilisations durables. Est-ce qu'il va permettre à une petite compagnie forestière de faire une certaine exploitation et à quelle intensité? On n'en a pas d'idée. Habituellement, dans un gouvernement, tu inventes un nouvel processus, bien, tu sais qu'est-ce que tu veux faire avec, tu sais qu'est-ce qui va arriver, tu sais déjà les règles que tu veux avoir. Là, tu lances ça sur la place publique. Tout ce qu'on sait, c'est que la partie d'utilisation durable va faire du pourcentage, mais qui n'aura pas la qualité d'une aire protégée. Naturellement, qu'on dit c'est utilisation durable, les gens, pour eux, ont l'impression que ça va être beau, ça va être fin. Mais tu sais, avant d'applaudir, je veux voir sur papier qu'est-ce qui va être permis dans l'utilisation durable. Et ce qu'on a peur présentement, c'est qu'en 2027, le gouvernement va décider de mettre des propositions que les gens ont faites parce qu'il y a le pouvoir de décider quelle catégorie d'aires protégées. J'ai bien peur que la majorité vont s'en aller dans la partie utilisation durable. L'esprit de la Convention sur la biodiversité, c'est vraiment avoir des aires représentatives en équilibre et qui s'autosuffisent. Et là, c'est pas ça qu'on va avoir avec des APUD. Si on n'est pas capable, nous autres, de se rendre à 30 % de façon sérieuse, bien qu'on le dise tout de suite, puis qu'on ait un débat, puis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier telle partie de territoire ou telle autre, mais qu'on le fasse de façon sérieuse, démocratique et avec les informations totales, pour que les gens prennent une décision éclairée. Si on a absolument besoin d'un territoire pour retirer certains minéraux, bien qu'on nous prouve qu'on a absolument besoin de faire ça, mais d'un vrai débat. C'est important que les gens se rappellent que ce n'est pas des cloches de verre qu'on veut mettre. Ce qu'on veut, c'est des endroits qui vont permettre aux gens qu'on peut les utiliser, mais en faisant attention. Bien, ils vont nous être utiles pour nous fournir les services écologiques. C'est triste que souvent les gens, les hommes d'affaires et les compagnies, ils voient ça comme étant anti-développement, alors que c'est plutôt une autre façon de voir le développement à long terme au lieu que juste du court terme. On a un milieu, on a des limites,
On a de plus en plus les connaissances pour savoir quelles sont les limites. Et moi, ce que je dis toujours, si on en a conservé trop, là, c'est juste qu'on a augmenté notre capital nature. Ça va être juste bon pour les prochaines générations. Si on en a trop conservé, ils vont simplement avoir plus de ressources à utiliser.